Le 1er décembre 1935, Madame William Starkwell, femme d'un homme de peine des environs de New York, donne naissance à son premier et unique enfant. C'est un garçon. On le nomme Virgile. Plus mignon que la moyenne des bébés, il est en plus d'un naturel très doux. Avant qu'il n'ait atteint l'âge de 25 ans, il sera recherché par la police de 6 États pour coups et blessures, vol à main armée et exhibition immodérée d'une tête à claque. Pour un enfant, la vie n'est pas facile dans ces quartiers malfamés où le taux de criminalité est le plus élevé du pays. Surtout pour notre ami Virgile, qui est plutôt frêle et malingre à côté des autres garçons. Voici l'école que Virgile Starkwell a fréquentée. Il a bien passé son test d'intelligence, quoique son comportement inquiète un peu ses maîtres. Nous avons interrogé Madame Laurie, une institutrice qui se souvient bien du petit Virgile. Oui, je me souviens d'un incident. Il avait volé un porte-plume. Je ne voulais pas l'embarrasser. Nous autres institutrices avons notre façon d'obtenir des résultats. J'ai donc dit à la classe, nous allons tous fermer les yeux et attendre que celui qui a pris le porte-plume en profite pour le rendre. Eh bien, pendant que nous avions les yeux clos, il a rendu la plume. Mais il a aussi profité de l'occasion pour plotter toutes les filles de la classe. Est-ce que ça choque, plotter? Vivant la plupart du temps dans la rue, Virgile se découvre très tôt une vocation criminelle. Sa première tentative est un échec lamentable. Il échappe de justesse à la police avec un distributeur de chewing-gum sur les bras. Son père et sa mère étant obligés de travailler pour joindre les deux bouts, Virgile s'attache à son grand-père, un immigrant allemand de 60 ans, qui l'emmène au cinéma et au match de baseball. Puis un jour, c'est la tragédie. Au cours d'un match entre deux équipes locales, le grand-père est touché à la tête par une balle perdue en touche. Le coup provoque une commotion cérébrale qui fait que le grand-père se prend désormais pour le Kaiser. Voici quelques rares photos de lui avec d'autres malades dans la cour de la maison de santé. À son 15e anniversaire, au milieu de la violence et de la misère des taudis, Virgile reçoit en cadeau un violoncelle. L'instrument le fascine. Et pour la première fois dans le foyer des Starkwell, on entend de la musique. Nous avons rendu visite à M. Torgman, son premier et unique professeur de violoncelle. Il y a en fait peu de choses à dire parce que lorsqu'il jouait du violoncelle, c'était horrible. Il était totalement incapable d'en sortir la moindre note cohérente. Il se mettait à scier du fer, allant et venant sans pitié, et il faisait grincer ce noble instrument à un tel point que toute personne vivant à portée d'oreille devenait complètement enragée. Il ignorait tout de la véritable nature du violoncelle. Il aurait tout aussi bien soufflé dedans. C'était un élève très assidu. Je crois qu'il volait pour pouvoir payer ses leçons, mais il refusait obstinément de travailler son solfège. Virgile vole pour payer ses leçons. Bien sûr, il ne deviendra jamais un virtuose. Mais on l'estime capable de jouer dans la fanfare locale. La jungle des villes n'est pas exactement le paradis des violoncellistes, et Virgile l'apprendra à ses dépens. À 18 ans, Virgile est seul, désemparé. Incapable de se concentrer sur ses études, il y a renoncé.
Son vœu le plus cher est d'être attaché à quelque chose, même à une bande. C'est là, pense-t-il, qu'il fera la démonstration de sa virilité. Talonné par le besoin matériel, Virgile essaie de trouver dans les salles de billard un moyen de gagner sa vie. « Je vais me faire arnaqueur au billard », dit-il à ses amis. La blanche, je vous prie. Merci infiniment. Virgile essaie de s'engager dans la marine, mais il ne passe pas ses tests psychologiques. Pour moi, ça ressemble à deux éléphants qui font l'amour devant une assistance de babouins. Monsieur T.S. Foster, le magistrat qui lui accorda sa première mise en liberté provisoire. Eh bien, sincèrement, je crois qu'il n'était pas indigne de confiance. Il ne fallait pas oublier certaines tendances anormales à ses caractéristiques. Quelle tendance? Eh bien... ainsi, il ne disait pas toujours toute la vérité. Mais non, il ne disait pas toujours la vérité. Et la plupart du temps, il disait n'importe quoi. Et parfois, il mentait comme un arracheur de dents. Son casier judiciaire n'est pas vierge, je le sais, mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas le récupérer. Incapable de s'intégrer à la société de quelque façon que ce soit, Virgile décide de travailler en solo. Désireux de faire un peu la lumière sur cette période de sa vie, nous avons interrogé son père et sa mère. Ils ont honte des crimes de leur fils et portent des masques pour ne pas être reconnus. C'était un brave garçon, c'était un très brave garçon. Tu parles. Si c'était un brave garçon, pourquoi nous portons ces masques? Non, ce garçon, en vérité, est un gangster. Oh non! Un gangster, Non, je te non. dis. Il était si mignon et tellement craintif, le pauvre trésor. Des bêtises, il faudrait peut-être pas mettre ça Il dans l'émission. adorait la musique, il Avec serait ça, devenu il est un très athée, ce grand crétin. musicien. J'ai essayé de lui faire entrer Dieu dans la tête, à coups de pied au cul. Rien à faire. Il a voulu se séparer de nous pour être indépendant et vivre lui-même sa vie. Il a voulu devenir un être humain normal. Et toi, tu es un homme très autoritaire. Quoi? C'est vrai, ça, tu ne lui as pas donné le temps de se réaliser. Non, d'accord, mais je t'avertis que... Non, écoute, on en discutera plus tard. Plus tard, toujours plus tard.
Jurant qu'il ne purgera pas toute sa peine, Virgile prépare une évasion compliquée avec un morceau de savon et du cirage noir. Monsieur le gardien, monsieur le gardien. Oui? Oh là là, oh. Emmenez-moi à l'infirmerie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez? Je sais pas, mais c'est urgent. Sa tentative d'évasion est sévèrement punie. 2 ans de prison supplémentaires. L'année 56 laisse à la plupart des gens un souvenir de joyeuse insouciance. Dans sa petite cellule, Virgile ne participe pas à ses joies. Il passe son temps à lire, jusqu'au jour où se présente une chance inespérée. On demande des volontaires pour une expérience médicale. Nous cherchons un prisonnier en bonne santé pour lui inoculer un nouveau vaccin. Ce vaccin n'a jamais été essayé sur des êtres humains, et l'on ignore quels seront ses effets secondaires. Pour être franc, l'expérience est dangereuse. En cas de réussite, le prisonnier sera libéré. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous d'assez braves pour accepter le risque. Tenté par une libération anticipée, Virgile se soumet à l'inoculation. Il en réchappe. Mais il subit temporairement un des effets secondaires. Il se prend pour un prédicateur mormon. Je disais donc que les raisons qui amenèrent l'abolition de la polygamie dans notre Église sont politiques et non pas sexuelles. Et il est démontré que l'on nous calomnie lorsqu'on prétend qu'il s'agit d'une insuffisance hépatique ou même hormonale. Nous passions des moments très agréables avec lui. Bon, cite-moi 2 moments agréables, 2. Eh bien, à sa première communion, quand tu t'es affreusement saoulé, et puis à ton 50e anniversaire. Tu te souviens du cadeau qu'il t'a offert à ton anniversaire? Mais c'est un bon à rien, un renégat, voilà tout, un sans-dieu. Je lui fichais des trompes pour lui inculquer le respect du Seigneur, mais pensez-vous, rien, 0. Virgile quitte la prison, un peu inquiet, mais avec l'espoir de recommencer une nouvelle vie. Hélas, il retrouve un monde aussi dur qu'auparavant. Il a honte, il n'ose pas rentrer chez lui, et il s'installe dans une modeste chambre meublée. Il est parti par là. Il avait des lunettes et un blouson foncé. Désespéré, sans le sou, Virgile tente de survivre en commettant de menus hold-up. Le voici s'apprêtant à dévaliser une boutique d'animaux apprivoisés.
J'espère que vous ne m'observiez pas, je suis encore très maladroite. J'étais en train de me promener lorsque soudain j'ai vu votre... Enfin, que vous étiez occupé à dessiner quelque chose. Vous pouvez regarder si vous voulez, ce n'est qu'une ébauche. Oh, mais c'est très joli. Ouais, je trouve ça plutôt magnifique. Oh non, c'est pas joli. Oh, ben, moi, je trouve que c'est assez... Enfin, je crois qu'en fait, c'est assez charmant. Je vous admire beaucoup, franchement. Vous feriez... Est-ce que vous êtes artiste peintre? Non. Non, je suis pas peintre, mais je le regrette. Non? Alors? Qu'est-ce que vous faites à part ça? Je suis blanchisseuse. Blanchisseuse? Oui, oui. En linge? Oui, je blanchis du linge. Je le repasse aussi. C'est fantastique. Oh, pas du tout. C'est agréable, mais je ne dirais pas que c'est fantastique. Comment vous appelez-vous? Louise. Et vous? Virgile Starkwell. Virgile Starkwell. Qu'est-ce que vous faites? Qui ça, moi? Vous voulez savoir? Eh bien, je joue du violoncelle. Oh, ça c'est fantastique. Oui, je suis violoncelliste. C'est un merveilleux instrument. Oh, vous êtes avec le philharmonique? Eh oui, depuis quelques jours. Oh, c'est fantastique. Et je joue avec le philharmonique. C'est chouette comme formation. Je le trouve un peu trop sérieux pour mon goût, mais c'est bien. Est-ce que vous voulez qu'on marche un peu tous les deux? D'accord. Je savais que j'étais amoureux. Parce que d'abord, j'avais la nausée. Je dois dire que je n'avais jamais connu une fille aussi jolie. Je crois que je suis sensible à la vraie beauté. En face d'elle, je m'étrangle. Oui, il faut dire que je ne sais pas comment me comporter avec les filles. C'est vrai, je suis timide, je m'énerve, je bafouille et j'ai des poussées d'urticaire. En fait, la seule fille que j'ai connue était une petite voisine. Elle n'avait rien de spécial. Elle n'était même pas jolie, plutôt laide. Je l'appelais au téléphone en PCV et chaque fois, elle acceptait de payer. À part ça, il ne s'est jamais rien passé entre nous. Et me voilà en train de mentir comme un arracheur de dents. Je ne peux pourtant pas dire à Louise que je suis un voleur, que j'ai fait de la prison et que j'ignore ce que c'est que le travail honnête. Les gens ne comprennent pas ces choses-là. Et puis, elle était si gentille. Alors nous avons marché dans le parc. J'étais tellement ému qu'un quart d'heure après, je voulais l'épouser. Au bout d'une demi-heure, je renonçais pour de bon à lui arracher son sac. J'ai eu envie de lui dire que je ne jouais pas au philharmonique, mais ça l'aurait peut-être déçu. Elle me posa une question sur Mozart, puis me regarda d'un air soupçonneux parce que pendant 1 minute, je ne voyais pas de qui elle parlait. Ah, les femmes, vous savez, c'est quelque chose. Je me souviens qu'en prison, le psychiatre m'a demandé si j'avais une amie. J'ai dit non. Alors il m'a demandé si je croyais que l'amour c'était sale. Et j'ai répondu oui, quand c'est bien fait. Je sentais que mon cœur battait très fort et j'avais des picotements sur toute la peau. Et je ne savais pas si j'étais amoureux ou si j'avais la rougeole. Est-ce que vous voulez qu'on dîne ensemble ce soir? Mais oui.
Je trouve que vous êtes belle, très belle. Ça vous fait rougir? Oui. Votre chapeau est joli. Ah, merci. C'est un modèle qu'on voit partout en ville. Ah, Tout blanc avec une plume. Partout. vous voulez dire des occasions? Ah oui, des occasions, des soldes. On ne peut pas les éviter, il y en a partout sur les trottoirs. Des milliers de ces chapeaux en solde. Dans des caisses de déménageurs. C'est curieux. C'est vraiment très agréable de vous regarder manger. Ah bon, pourquoi? Oh, je sais pas, moi, enfin, c'est probablement à cause de... C'est sans doute parce que vous êtes si jolie. C'est vrai, ce que je dis. Après dîner, nous avons marché. Je lui ai demandé une mèche de ses cheveux. Oui. Et comme nous n'avions pas de ciseaux, j'ai essayé d'arracher les cheveux un à un. Mais elle a très bien pris la chose. C'est que quand elle est émue, elle bégaye. C'est vrai. Ah mais elle est charmante. Moi, j'adore les filles qui bégayent. Elles deviennent toutes rouges et ne savent quoi faire de leurs mains. Vous savez, c'est vraiment adorable. Oh, pardon. Et puis, elle s'y connaissait en blanchissage. Elle était fantastique. Je lui ai proposé de me faire mon maillot de corps. Elle en fut très émue, je crois. Elle savait tout ce qui concernait le linge de corps. Les caleçons, les chaussettes n'avaient aucun secret pour elle. Dans ce domaine, elle avait du génie. Au revoir, Virgile. Virgile continue à duper Louise. Il la voit plus souvent. Quand elle l'interroge au sujet de son violoncelle, il change de conversation. Mais pour mieux comprendre le caractère de Louise, penchons-nous un peu sur son passé. Elle était dans un orphelinat sordide lorsque, à l'âge de 2 ans, elle fut adoptée par un militaire de carrière et son épouse. Elle fut donc élevée dans la plus stricte discipline, ce qui la rendit timide et réservée. Elle n'eut jamais de vrai foyer. Elle vécut dans des casernes, tandis que son père poursuivait une brillante carrière militaire qui, après 30 ans, le catapulta au grade suprême de caporal. Sa mère, une alcoolique, se consolait en militant dans une secte religieuse. C'était une affreuse bigote qui répondait aux besoins d'amour de l'enfant en la battant comme plâtre. Elle prétendait avoir des conversations avec Dieu et discuter avec lui rédemption, mystère et décoration d'appartements. Amoureux et sans ressources, Virgile va essayer de changer sa condition en frappant un grand coup. Voulez-vous présenter ça au guichet numéro 9, madame? Merci, monsieur. Qu'est-ce qui est écrit là? Vous ne savez pas lire? Je n'arrive pas à lire ça, voyons, c'est soyez naturel. Non, c'est je vous prie de placer 50 000 $ dans ce sac, point, soyez naturel. C'est bien ce qui est écrit, soyez naturel. J'ai un 6,35 braqué sur vous. C'est un 6,39 et non un 6,35. Non, c'est un 5. Je suis désolé, mais c'est un 9, monsieur. Non, c'est un 5. 6,35. Georges, voulez-vous venir un instant, je vous prie? Qu'est-ce que vous lisez là? Je vous prie de placer 50 000 $ dans ce sac, point, et sopé naturel. Que veut dire non, sopé? soyez. Non, est-ce que ce chiffre est un 9 ou un 5? C'est un 5. Alors? Mais qu'est-ce que sopé veut dire? Soyez naturel, je vous prie de placer 50 000 $ dans ce sac, point, et soyez naturel, c'est tout. Ah, je vois, il s'agit d'un hold-up. Oui. Voyons votre 6,35. Oui, eh bien, vous devez faire paraffer cette note par le vice-président de la banque avant que je puisse vous remettre votre argent. Je m'excuse, je suis très pressé. Pardon? Je suis pressé. Je regrette, mais le règlement est très strict. C'est le monsieur en complet gris.
J'ai un 6,35 braqué, 6,39, 6,35 regarde, c'est un neuf. braqué sur vous. Un 5, ça? Et là, regardez bien, c'est un 5. Non, pardon, c'est un 9. Non, excusez-moi, c'est un 5, c'est moi qui l'ai. Mademoiselle Franck? J'ai un 6,35 braqué sur vous. Sopé naturel. Non, Qu'est-ce que c'est que soyez. ça, sopé? Soyez. Oh, mais c'est impossible, Mais- c'est un P, cher monsieur. Non, vous n'y êtes pas du tout, c'est un Y. Soyez naturel, j'ai un non, je ne suis 6,35 pas folle, braqué sur monsieur vous. c'est un cinq. Miller. J'ai un 6,39 braqué sur vous, j'ai un 6,39. Mais Voyez. non, c'est un 5, 6,35. Un 6,35 braqué sur vous, moi, je dis que c'est un 6,35. C'est neuf, un moi, j'ai P, bien- mais Non, je vous donne pas, non, c'est un regardez. 6,35. Enfin, c'est insensé, je sais lire quand même, et j'ai 20 ans de service, je sais de quoi Non, je non, parle. C'est curieux. Mais non, écoutez, non, le 6,35, Moi, je dis que c'est un Mais non, c'est un 5, je vous promets. C'est moi qui l'ai écrit. Je sais quand même ce que j'ai écrit. Je sais bien. Non, oui, vraiment. non, écoutez. Oui, Soyez naturel, j'ai un 6,35 braqué sur vous. Allô, Louise je ne serai pas au rendez-vous aujourd'hui. Oui, je pars pour Boston jouer un concerto pour violon. Eh bien, je vous passerai un coup de fil d'ici, mettons... Mettons 10 ans. Virgil Starkwell est appréhendé en flagrant délit de vol à main armée. Il est condamné à passer 10 ans dans la prison la plus hermétique du pays. C'est ici qu'il fraye pour la première fois avec des criminels endurcis. La prison qui doit me retenir n'est pas encore construite, dit Virgile à un de ses codétenus. Je sortirai de celle-ci, même si je dois y passer ma vie. Oui. Après tout, qu'est-ce que nous avons à lui Oh. reprocher? Qu'est-ce que nous avons fait pour ce garçon? Mais tu sais que Pas je n'ai du pas... tout, regardons Ne les choses l'écoutez en pas, face. monsieur. C'est de Non. notre faute. Vas-tu enfin me laisser placer un mot? Dès qu'il a eu 13 ans, vous savez ce que je lui ai dit? Tu es un gibier de potence. Vous connaissez l'expression gibier de potence. C'est ce que je lui ai dit. Je savais de quoi De je quel parlais. gène il a hérité? Quel gène? Et quel chromosome? Quel gène? Les Quoi, tiens. quoi? Ne fais pas ta femme savante devant le monsieur, parce qu'il s'en fout de savoir ce qui te gêne ou pas. Tu comprends? Le temps passe lentement pour Virgile, qui travaille dur et essaie de s'adapter à sa vie de forçat. Devenu un prisonnier modèle, il est affecté à la blanchisserie. Une visite pour vous. Pour moi? Je ne joue pas au philharmonique. Je sais, Je regrette. c'est pas grave. Ça ne vous ennuie pas que je sois venue? Ah non, c'est un plaisir de vous Ah, voir. moi aussi, ça me faisait Comment est-ce que plaisir. vous avez su que j'étais ici? Ah, bah, j'ai téléphoné à votre logeuse et elle m'a dit où vous étiez. Et elle a dit aussi que... Virgile, c'est vrai que vous avez dévalisé une banque? Non, je n'ai pas dévalisé une banque. Si je l'avais vraiment dévalisée, tout serait parfait. J'ai Je essayé comprends pas de ce que vous dévaliser voulez une dire. banque, mais voilà, ça n'a pas marché. J'ai été capturé parce que j'écris comme un cochon. Virgile. Vous savez faire un gâteau? Mhm. Oui, hein?
Un gâteau. Gâteau, hein? Faites-moi un gâteau avec du chocolat glacé dessus. Vous savez que le chocolat vous donne des taches d'urticaire. J'ai besoin d'un gâteau avec un revolver. Et je... Bon, d'accord, je vous ferai un gâteau, mais je n'y voudrais mettrai à peu pas de près revolver. Une douzaine de petites crottes en chocolat avec une balle dans chacune. Combien de temps vous resterez en prison? Oh, eh bien... j'estime que j'en ai encore pour quelque chose comme... quel jour on est? Mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, 10 ans. Virgile. Est-ce que je peux espérer que vous m'attendrez? Oui, si vous me le demandez. Encouragé par Louise, Virgile s'applique à son travail et retrouve un peu d'optimisme. Elle vient souvent le voir pendant les mois suivants. Comme il se plaint de la nourriture, elle lui apporte quelques suppléments. Le docteur Julius Epstein, ancien psychiatre de la prison, nous parle de l'influence de Louise sur Virgile. Elle a beaucoup compté dans sa vie, du point de vue psychiatrique, bien sûr. Son amour était ce qu'il avait ressenti de plus propre, un sentiment authentique, sain. Pas comme certains malades que je connais. Elle ne t'attendra pas, mon vieux. Elles disent tout ça, seulement elles se dégonflent. Vous savez, j'aurai peut-être ma libération anticipée dans 1 an et demi. Ah, tu crois ça? Mais avec toutes les formalités, t'en as au moins pour 2 ou 3 ans. Tu peux être libre bien avant. Mais comment? Eh ben voilà, on a un petit projet dont on veut te causer. Quel genre de projet? Lundi prochain, 5 d'entre nous vont se faire la belle. Et on a besoin d'un 6e homme. Tout est réglé. La semaine prochaine, on sera à 100 lieues de cette tôle. Et dites donc, les gars, vous plaisantez, on ne s'évade pas d'ici, nous descendrons. Ah, on s'est tiré d'endroits plus pourris que ça. Écoute, petit, on va te laisser le temps de réfléchir. Mais ta nana va pas se consumer pendant des années à t'attendre, malgré les salades qu'elle te raconte au parloir. Oui, je crois que le conflit qui a ravagé son ego est né durant sa formation initiale. Nous en avons eu une indication dans son choix du violoncelle et l'étude de cet instrument dès l'âge de 6 ans. Il sortait de la période de formation, bien sûr, mais le conflit est là, du fait de ce choix. Parce qu'il est admis généralement que le violoncelle est un symbole érotico-phallique, que la forme de la crosse, par exemple, et puis la structure inférieure de l'instrument rappelle le corps de la femme, d'où le désir et un besoin de défoulement. Et en fait, les coups de l'archet pourraient être interprétés comme la sublimation d'une caresse sur un torse nu. Il est bien évident que de manipuler la crosse phallique et de caresser le torse nu devait créer, je l'imagine sans peine, un conflit aigu même à l'âge de 6 ans. Virgile a décidé de s'évader avec les autres. Il devient tendu, nerveux. On va neutraliser les gardiens, alors sois prêt au cas où il y aurait du grabuge. Mais je comprends toujours pas comment on franchira la porte d'entrée. On sera déguisé en gardien. Et voilà pourquoi vendredi c'est le jour J, parce que tu seras à la buanderie. Tu faucheras les sous-vêtements des gardiens. Quoi? On a déjà les uniformes, il ne manque plus que les sous-vêtements. Non mais je comprends pas, si vous avez les uniformes, pourquoi vous faut-il les sous-vêtements? Cette évasion doit être aussi réaliste que possible. J'ai la réputation de soigner les petits détails. En bas, 2, en avant!
Monsieur, on ne trouve pas nos sous-vêtements. Il y a quelque chose qui se prépare. Ouvrez l'œil, messieurs, et le bon. Le gardien-chef a des soupçons. Vaut mieux laisser tomber. Quoi? Je dis le gardien-chef soupçonne quelque chose, vaut mieux laisser tomber. Mais tout est en place pour s'asseoir. C'est trop risqué, attendons une autre occasion. Avertis Virgile, moi je préviens les autres. Il paraît que le directeur sait quelque chose, on laisse tomber. On essaiera la semaine prochaine. Le gardien-chef veut vous voir. Pourquoi faire? Suivez-moi. Michael Sullivan, un ex-prisonnier et un des organisateurs de l'évasion, nous parle de cette journée mémorable. J'avais dit à tous les gars que l'évasion était à l'eau. Mais j'ai oublié de le dire à Virgile. Et c'est drôle, mais j'ai oublié. Et personne ne lui a dit non plus. Tout est prêt. Quoi? Hein? Tentative d'évasion dans le bâtiment nord. Prévenez le directeur. Hé, y a personne? Ça a été annulé. Annulé? Oui. Et pourquoi on me l'a pas dit? Hé les gars, il paraît que personne ne l'a franchi. Est-ce que l'un de vous pourrait pas descendre pour ouvrir la porte? Je pourrais bien rentrer. Monsieur le directeur, je tiens votre fille. Attendez! Cessez le feu! Laissez-moi partir ou je la descends. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans la cour? Elle se faisait embrasser par Kowalski. Comment il est, ce Kowalski? Il est gentil. Eh, il dit qu'il est gentil. Ça pour ouvrir? Eh non, ça pour... Taxi, vous êtes libre? Prenez celui qui est en tête. Virgile et Louise se marient le 11 juillet. C'est une cérémonie très simple, précédée d'un examen prénuptial très émouvant. Ça a été le plus beau moment de ma vie. J'aurais voulu que mes parents soient là. Mais nous ne savions Non, mais pas... j'ai raison ou pas? Dis-le, allez, dis la vérité pour une fois, c'est vrai. Ce garçon est devenu un voyou. Voyou, 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 voyou. Mais
Ils vont s'installer dans un autre État et subsistent grâce aux économies de Louise. Les voici dans un petit meublé sans prétention. Ils sont pauvres, mais pour le moment du moins, à l'abri de la justice. Lorsque ces touchantes images furent enregistrées, ni l'un ni l'autre ne se doutait de la tournure incroyable qu'allaient prendre les événements. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Oh là, j'ai une crampe. Oh. Une crampe? Oui, j'ai une espèce de petite boule qui se forme sur mon mollet. Encore, j'ai remarqué que ça t'arrive chaque fois qu'on fait l'amour. Oh là. Oh. Il est difficile à un homme recherché par la police de trouver une situation. Virgile essaie de vendre des encyclopédies de porte en porte. Mais ce travail est au-dessus de ses forces. La rue devient son domaine. Et il gagne maigrement sa vie en vendant des boîtes vides. Nous allons avoir un enfant. Allons donc. Oui, c'est vrai, on va avoir un enfant. J'ai vu le gynécologue, il me l'a confirmé. C'est un beau cadeau de Noël que je te fais. Moi, je voulais une cravate, c'est tout. Tu es content ou pas? Ce n'est pas vrai. Je te le jure, écoute. Alors, d'abord, comment tu as fait ça? Je ne comprends pas comment j'ai fait quoi. Eh ben, quand est-ce que... Parce que, enfin, je veux dire... c'était moi, et toi, et moi. C'est ça? Ça s'est fait comme ça? Au printemps, un fils vient bénir leur union. On le baptise John Lafayette Starkwell, comme la mère de Virgile. Les Starkwell changent de ville et recommencent à zéro. Comme d'habitude, Virgile ne trouve pas de travail. Finalement, il apprend qu'il y a un poste dans un bureau d'assurance. Le dos au mur et le mensonge aux lèvres, il entre dans l'arène. Asseyez-vous, je vous prie. Votre nom, je vous prie? Désiré Pébroc. Ça s'écrit P-B-R-O-C. Monsieur Pébroc, avez-vous déjà une expérience quelconque du travail de bureau? Oui, j'en ai une. De quel genre de bureau s'agit-il? Rectangulaire. Avez-vous jamais fait des opérations arithmétiques à l'aide d'un ordinateur électronique à grande vitesse? Oui, j'en ai fait. Et où ça? Chez ma tante Irma. Et peut-on savoir ce que fait votre tante? Elle est morte il y a 5 ans. Si je comprends bien, vous avez travaillé dans un bureau. Vous vous occupiez de marchandises ou de services? Marchandises. Est-ce un objet que l'on garde chez soi? Non, je regrette. Non, vous n'y êtes pas du tout.
Est-ce que ce produit est comestible? Non, il n'est pas comestible. Je suis désolé, le temps qui vous était imparti était là s'épuiser. Et je regrette que vous n'ayez pas deviné mon métier. Aussi, je vais redistribuer les cartes et vous dire exactement ce que je faisais. Je fabriquais sous licence des souliers d'ascenseur pour femmes souffrant de vertige dans les grands magasins. Je suis désolé que vous n'ayez pas tout à fait deviné ma profession, mais vous gagnez quand même $10. Et je vous remercie infiniment. Bonne chance et au revoir. Vous êtes un vrai sportif. Dissimulant à ses collègues son passé mouvementé, Virgile se distingue quelque peu dans son premier travail honnête, l'expédition du courrier. Mais son passé le rattrape. Quelqu'un a entendu parler de ses exploits criminels. Qu'est-ce que vous faites ce soir, Monsieur Pébroc? Ah, mademoiselle Blair, je dîne avec ma femme, pourquoi? Vous dînez avec moi, Monsieur Pébroc. Mais non, voyons, je vous dis que je dîne avec ma femme. J'ai trouvé cette photo dans un magazine. Un mot de moi et vous retournez en prison. D'accord? Ça vous plairait de manger chinois? Virgile Starkwell est soumis à un affreux chantage. Mademoiselle Blair, sûre de son pouvoir sur lui, exige des sommes d'argent de plus en plus importantes, et toujours en petites coupures. Ce qu'il a de plus cher au monde est en jeu. Le bonheur de sa femme, de son fils, dépend du caprice d'une déséquilibrée. Il se sent acculé. Il a la responsabilité d'une femme et d'un enfant. Et il envisage froidement de recourir au meurtre. Qu'est-ce que tu veux boire? Oh, ce que tu as. Hein? Que dirais-tu d'un Porto? J'ai un excellent Porto. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu es maladroit? Attends-moi, je reviens. Il envoie à Mademoiselle Blair un cadeau anonyme. 2 bougies qui sont en réalité 2 cartouches de dynamite. Mais son plan échoue, les cartouches de dynamite étant trop grosses pour les chandeliers. Décidé à se débarrasser de son maître chanteur, il essaie de simuler un accident avec une voiture de location. Tu sais, je crois que quelqu'un cherche à se débarrasser de moi. Ne dis pas de bêtises. En rentrant du bureau hier soir, je vois une voiture dans mon living qui fonce sur moi et essaye de me renverser. Tu as beaucoup d'imagination. Non. Et qui voudrait te tuer? Je sais pas, j'ai pas d'ennemis. Tu n'as rien raconté à personne? Non. Découpe la dinde. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as si faim que ça? C'est vrai, tu dévores, on dirait une bête. C'est délicieux, je te jure. Je vais chercher la salade, ensuite on prendra un cocktail. Et ce n'est qu'après que tu mangeras ta dinde. Qu'est-ce que tu fais? Mais je suis en train de créer une atmosphère agréable, chérie. Oh oui, j'adore les atmosphères. Veux-tu découper la dinde? Eh oui, mon poulet, avec joie. Un admirateur a envoyé ces 2 bougies. Elles étaient trop grosses et j'ai dû les tailler à la base. Talonné par la justice et ses représentants, Virgile emmène sa famille vers le sud. Là, il parvient à se loger provisoirement dans un pauvre garni. C'est une époque de ma vie qui porte la marque du désespoir. Nous étions sans dessous. J'ai cherché à assommer des vieilles dames pour les dévaliser, mais un jour j'ai reçu un coup de béquille en pleine figure. Je ne savais plus quoi tenter. J'ai essayé de faire les vestiaires dans les surbooms d'étudiants. J'ai glané un paquet de boules puantes et 3 jetons de téléphone. Mais un jour, j'ai réussi à dévaliser une charcuterie, le Pactole. Je suis parti avec 42 côtes de porc et 6 mètres de boudin. Bien sûr, après ça, j'ai dû voler des tonnes de pain.
Ayant épuisé leurs dernières ressources, les Starkwell vivent maintenant comme des bêtes traquées. Vous n'étiez pas très heureux. Non, je traversais le plus mauvais moment de ma vie. J'envisageais de sortir de l'illégalité, de me recycler. Mais j'hésitais entre le théâtre et la politique. Ça devait être un conflit cornélien. Oui, c'était assez cornélien, je dois dire. Mais ma famille avait faim et il faut du temps pour se faire élire sénateur, alors... Oui, je vois. Et qu'est-ce qui vous a décidé à continuer? Eh bien, j'ai eu une idée de hold-up. Une idée tellement géniale que lorsque le coup fut exécuté, il fut considéré comme un classique par les gars de ma cellule. Et après ça, vous êtes devenu un caïd. Bon, vous savez, n'exagérons rien. Et voilà. Je vais attaquer une banque. Oh non, Virgile, encore! Eh oui, encore, oui. Attaquer une banque, c'est le seul moyen de nous sortir de ce pétrin. Mais rassure-toi, mon chéri, c'est une toute petite agence de quartier. Et je crois que je trouverai les gars pour m'aider. Quand ce sera fini, on sera riche. On vivra au Mexique ou même au Canada. Mais suppose que tu te fasses tuer. Non, ne crains rien, je sais me servir d'un 639. Un 635, tu veux dire? 35, oui. Oh, j'ai encore dit 39. Oui. Oh. Ne te retourne pas. Je vais te proposer une affaire de première. C'est un petit hold-up. 2 copains et moi-même, on a déjà rendez-vous pour dévaliser une banque. Il y a un demi-million de dollars à ramasser en 2 coups de cuillère à peau. Je te dis que c'est du gâteau. On garde la bagnole, on entre. Et là... ça fait longtemps que vous non, pas parce que je dis, je blague pour la banque, je blague, enfin, oui, c'est, vous étiez, non mais vous faites des idées, vous avez un joli blouson, lui aussi, je vais, non mais, tenez, je les casse moi-même, je préfère. Les garçons du voisinage ont tous mal tourné. Ce n'était pas de sa faute, on n'avait pas le Qu'est-ce temps. que tu On racontes? travaillait tous les deux. Dites, est-ce que vous voulez voir ma collection de timbres? Quelle collection de timbres? Tu une dérailles. très À chaque belle fois que tu n'as collection rien à de dire, tu parles timbres. de tes timbres. Si vous... Virgile choisit une banque convenable. Puis il étudie les lieux en se servant d'une caméra astucieusement dissimulée. Cette nuit-là se tient une réunion. Parmi les participants, on voit les plus sinistres caïds du milieu. William Homers, recherché par la police pour vol, coups et blessures avec un objet contondant, homicide, et pour s'être mis nu devant sa belle-mère. Frankie Wolf, recherché par les autorités fédérales pour avoir cocufié son percepteur. Abby Armstrong, recherché dans tout le pays pour vol, incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile et concubinage avec une jument. Écoutez bien. Nous allons attaquer l'agence Z de la CNAMT. Jeudi en 8. À 10 heures. Vous allez voir quelques films pris à l'intérieur de la CNAMT. On ne les passera qu'une seule fois. Puis, pour ne pas laisser de traces, nous mangerons la pellicule. On mettra les bobines sur la table et chacun se servira. Prenez des assiettes. Une seule garniture, des pommes à l'huile. Ces films vous sauveront peut-être la vie. La pêche à la truite au Québec. Pays d'aventure et de mystère. Oh, les documentaires, j'adore ça. Oh, il invitait les gars chez nous, ils discutaient, ils mangeaient. Je leur apportais des assiettes de petits fours et des munitions. Je devais obéir à mon mari. Nous avons une caméra, nous avons des couteaux, nous avons un camion. Alors nous allons nous pointer devant la banque en faisant semblant de tourner un film. Nous sommes les acteurs. Il nous faut quelqu'un pour être le metteur en scène.
Facile, j'ai un mec parfait pour ça. Un escroc qui était avec moi dans la même prison, il s'appelait... Fritz. Je serai le metteur en scène. Je suis un ancien metteur en scène. Plus ancien que ça encore. Avant le parlant, ça fait loin. J'ai tourné avec Sean Kilber, Rudolph Valentino, Georges Carpentier. Alors, c'était un boxeur, Carpentier? J'ai fait aussi beaucoup de boxe. Mais oui, j'ai été soigneur. Dès mon temps à Hollywood, on ne savait pas reconnaître les génies. Mais maintenant, Arso, je vais reprendre enfin les mégaphones pour diriger mes chers acteurs. Et toi, tu seras ma vedette. Tu entreras dans la banque et tu diras les mains en l'air, c'est un hold-up. Et par là, j'annonce la couleur. Mets de la cruauté dans ton œil. Maintenant, dis-le. Répète ton texte. Les mains en l'air, c'est un hold-up. Non. Pris d'émotion, encore une fois. Fritz. Écoute. Fritz, il s'agit d'un hold-up, pas d'un film. Yeah. Bien sûr. Excuse-moi. Je serai plus en forme quand on commencera à tourner. Merci à tous. Coupez les projecteurs. Entr'acte. Oh non, moi enfin, tu vas pas prendre une douche maintenant? Chaque matin, tu me fais le même coup. Mon chéri, je viens de rentrer. Et tu vas me mettre en retard pour mon hold-up. Eh bien, ils n'ont qu'à commencer sans toi. Mais ils peuvent pas commencer sans moi, je suis la vedette. Eh bien, va prendre ton café en attendant. Oh, Seigneur. Chaque matin, c'est la croix et la bannière pour prendre une douche. Nom de Dieu, nom de Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi? Quelle chemise vas-tu porter, mon chéri? Qu'est-ce que tu dis? Quelle chemise tu vas porter? Je voudrais porter la bleu ciel, s'il te plaît. Ah non, la bleu ciel, c'est pas possible. Elle était sale, je l'ai lavée hier soir. Et pourquoi tu laves une chemise que je vais porter Eh aujourd'hui? bien, je l'ai lavée parce qu'elle était sale. Et après, je vais juste dévaliser J'ai eu une la banque. bonne idée de repasser la beige. Est-ce que tu veux la porter? Non, je ne vais pas porter une chemise beige pour Mais dévaliser pourquoi? une banque parce qu'elle est reconnaissable à 100 lieues. C'est une jolie chemise, je trouve qu'elle te va bien. Non, elle est pas jolie, elle est beige. Tu connais des Et gens les qui autres portent gars, du qu'est-ce beige, qu'ils toi, pour portent, dévaliser hein? une Mais banque? si, les autres, qu'est-ce qu'ils vont Mais porter? j'en sais rien, moi. Sûrement pas du Mais beige. le téléphone-leur, tu verras bien ce qu'ils diront. Oh, mais personne ne porte du beige en hold-up, je te dis. C'est de très mauvais goût. Le 16 juin, 9h du matin. La préparation est terminée. Virgile et ses complices quittent leur retraite et se dirigent vers leur destination. Tout le monde! C'est un hold-up! Hé, qu'est-ce que vous faites là? Et nous attaquons la banque? Pardon, c'est nous qui attaquons la banque. Je regrette, c'est nous qui attaquons la banque. Pardon, c'est nous qui attaquons la banque. Ah non, nous sommes venus les premiers. Écoutez, revenez donc demain, nous aurons fini d'ici là. On a préparé notre coup depuis des mois, on va pas se faire doubler par un crétin. Alors on va voter. Combien parmi vous désireraient se faire attaquer par ce groupe? Voyons, combien préféreraient se faire avoir par notre groupe? Tire-toi, patate. Vous appelez ça dévaliser une banque? J'ai dit silence, on tourne. Ça fait 10 minutes que j'attends. C'est pas comme ça qu'on ramasse un sac. On n'avait jamais vu un gangster attaquer une banque. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des milliers de flics dehors. Tirons-nous, les gars! Voulez-vous aller appeler les maquilleurs? S'il vous plaît, ces gars-là, ils sont pas maquillés, dis-nous. Je vais les maquiller. Chaque membre de l'équipe écope 5 ans. Virgile en écope 10. On l'emmène non pas en prison, mais aux travaux forcés, où il paiera très cher ses multiples forfaits. On vous a envoyé au bagne parce que le poids de vos crimes vous a rendu inapte à une vie décente dans la société.
C'est dommage. Car ici, vous allez regretter amèrement votre conduite passée. Je suis chargé avec mes gars de faire entrer quelques rudiments de civilisation dans vos têtes afin qu'en sortant d'ici, vous y réfléchissiez à 2 fois avant de commettre des actes contre la société. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de respecter le règlement et de faire votre boulot. Si vous avez des réclamations, venez me voir. Personne ne vous aidera de l'extérieur. Ici, on n'aime pas les râleurs et on n'aime pas les fortes têtes. Si vous trouvez que les choses ne sont pas à votre goût dans le camp, vous êtes libre de vous tirer vers la Floride. Eh les gars, montrez-leur la direction de la Floride. Vous avez des questions? Oui, monsieur. Est-ce qu'une fille doit se laisser embrasser à sa première sortie? Quoi? Ben, voilà, je veux dire que si les 2 parties en cause sont toutes les 2 progressistes et majeures. Et ma Louise, dans le Mississippi. Et ma Louise, allons dans le Mississippi. Retrouvez ma Louise, allons dans le Mississippi. Retrouvez ma Louise. Retrouvez ma Louise. Allons dans le Mississippi. Alors dans le Mississippi. Retrouvez ma Louise. Alors dans le Mississippi. Retrouvez ma Louise. Alors dans le Mississippi. Retrouvez ma Louise. Retrouvez ma Louise. Allons dans le Mississippi. Retrouvez ma Louise. Allons dans le Mississippi. Tu crois que tu serais capable de viser juste avec ton marteau là-dessus? Je n'aime pas qu'on me casse les pieds. Et tu me dis ça à moi. Alors tu veux essayer? Je n'ai jamais raté. Ouais. Alors vas-y. C'est la première fois que ça m'arrive. La nourriture des forçats est chiche sans être nourrissante. On leur donne un repas chaud par jour, un bol d'eau bouillante. Alors, tas de minables, qui c'est qui n'a pas bien travaillé ce matin? Lui. Viens avec nous, Wilson. Non, mais j'ai cassé tous mes cailloux, moi. Non, c'est pas juste, là, non. Allez! Eh bien, Starkwell, ça t'impressionne? Je veux que tu regardes ça pour que tu saches ce qui t'attend. Mais bougre d'imbécile, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je fouette. Mais ce n'est pas son ombre qu'il faut fouetter, pauvre idiot, c'est lui! Oh, lui? Le temps s'étire, marqué par la monotonie d'un labeur éreintant. Sous le soleil de plomb, la discipline est impitoyable. Les forçats ne peuvent même pas s'évanouir sans une permission écrite. Virgile, ayant laissé échapper une plainte, est soumis à une nouvelle forme de torture. Pendant plusieurs jours, on l'enferme avec un agent d'assurance. Bonjour, je m'appelle Joe Green. Je viens de la part de la compagnie d'assurance L'Immortel. Si vous le permettez, je voudrais vous informer de votre espérance de vie. Vous avez la trentaine, n'est-ce pas? Alors il faut vous couvrir des risques d'accident par infarctus et par chute de pierre. Et de plus, j'ajouterai qu'en tant que forçat, vous n'êtes pas couvert pour le petit risque. Je vous propose donc de souscrire une petite police familiale. À la fin de chaque journée de travail, les hommes sont enchaînés l'un à l'autre par groupe de 6. Leurs mouvements deviennent lents et douloureux.
Les évasions sont impossibles. Mais un jour, quelqu'un tente l'impossible. Vous voyez ce champ? Si on arrive à le traverser sans histoire, il n'y a plus rien à craindre. Il faut les prendre par surprise. Et pour ça, faut foncer ensemble à mon signal. Tu es fou allié? C'est vrai. Je suis un paranoïaque schizophrène, mais je suis d'avis d'essayer. Eh les gars, vous êtes d'accord? Oui, allons-y! Soulevez vos chaînes tous ensemble comme un seul homme. Allez-y! Je suis pas avec eux, je veux pas m'évader! Déployez-vous en tirailleurs, les gars! Ma voiture est en panne, je peux téléphoner? Mais oui, entrez. Maintenant, il faudrait nous tirer de là. Je connais un gars en ville qui a une boîte à outils. Nous autres à nos chaînes. Attention, soyez naturel en répondant. Et pas d'histoire où on vous descend. Qui est là? Agent de police Lynch, je peux entrer? Pas pour l'instant. C'est urgent, madame. Je vais être obligé d'entrer. Il faut la détacher. Dites-lui que nous sommes des cousins venus passer les vacances ici. Vous avez compris? Si jamais vous essayez de nous doubler, on vous descend. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît qu'un groupe de forçats vient de s'évader. Je vérifie qu'il n'y a rien d'anormal dans le secteur. Ces garçons sont mes cousins. Ils habitent chez moi. Ils sont en vacances. Quelles vacances? C'est la fête de Saint-Paul et Virginie, vous connaissez? Non. Oui, on a droit à 8 jours. Approchez. Approchez. Moi? Est-ce que vous croyez que votre cousine est en sécurité toute seule ici? Si près du pénitencier. Regardez là. Il est à 9 km d'ici seulement. Approchez. Ah, je ne sais pas. On ne prend jamais assez de précautions quand on habite si près d'un pénitencier. Hé! Attendez. Est-ce que j'ai vu quelque chose bouger? Ah, vous avez rien vu. Je suis sûr que quelque chose a bougé. Vite. Que chacun surveille par une fenêtre. S'il y a quelqu'un dehors, on a des chances de le repérer. Je me laisse emporter par mon imagination.
C'est très urgent. Excusez-nous. C'est eux, ce sont les forçats évadés. Vous croyez? Ils m'ont menacé. Vous n'avez pas remarqué comment ils marchent collés les uns aux autres? Ils sont enchaînés ensemble par les chevilles. Ah, j'ai eu l'impression qu'ils étaient très liés. C'est bon, les gars. Fini de rire. La vieille s'est mise à table. Je vais vous ramener en prison. Et cette fois, vous y resterez. On a besoin d'outils en vitesse. Allons chez ma femme, elle est très bricoleuse. Si tu m'avais écouté, suivi le droit chemin, on serait tranquille. Mais on n'avait plus le sou, il a bien fallu que j'attaque une banque. Oh, mon chéri, vas-tu enfin renoncer à faire le gangster? Est-ce que tu te rends compte que tu es un père de famille, que tu as des responsabilités? Si c'était ma femme, je lui foutrais sur la gueule. Dis donc, ça te ferait rien de pas te mêler de ça? Je refuse d'en discuter tant que nous ne serons pas seuls tous les deux. Et moi, je vais en discuter tout de suite, mais si tu tiens à ce qu'on soit tout seul, d'accord. Où vas-tu? Je vais dans la pièce à côté, je veux que nous en parlions immédiatement. Mais je ne peux pas venir tout seul, je suis enchaîné à eux. Nous ne pouvons pas nous isoler, il faudrait commencer par trouver des outils quelque part. Sinon, avec ces chaînes, jamais on s'en sortira. Mais as-tu jamais pensé à moi? Je suis une jeune femme, et tous les soirs, je dors toute seule. Écoute, chérie, écoute-moi. Tu crois que dormir seule, ça m'amuse? Tu crois que c'est tellement drôle? Oh, quand je pense à l'époque où tu étais au Philharmonie. Jamais je n'ai été au Philharmonie. On restait couchés pendant des heures, on faisait l'amour, ou bien on lisait des poèmes surréalistes. Et on jouait avec cet ange que tu m'as donné. Virgile. Chérie, n'écoutez pas les gars. Écoute-moi, toi. Il faut que tu me comprennes, quoi qu'il arrive, tu seras mon seul et unique amour. Tu as fini de rigoler, dis. Tu seras toujours mon étoile, le soleil de mes jours et de mes nuits. Ah, ce qu'il faut entendre. Ta gueule, toi. Finalement, Louise va chercher la boîte à outils et libère son satellite. Et les voilà une fois de plus, fuyant la justice, ne sachant pas dans quelle école mettre leur fils. Louise essaie de lui inculquer un peu de savoir. Il m'a fait une dépression nerveuse. Quelles en étaient les causes? Je crois que s'il avait réussi dans la carrière criminelle, il aurait été moins malheureux. On ne l'a jamais cité parmi les 10 hommes les plus recherchés. Voyez, c'est ça qui l'a complexé. Fallait avoir des relations. Virgile Starkwell entreprend une série de méfaits qui le classent parmi les petits et moyens desperados. Le voici qui pénètre dans la chambre forte d'une banque, mais il n'y trouve qu'une famille de Romanichel. Au bout de 6 mois, le FBI considère Virgile comme un ennemi public. Bien qu'il ne soit pas encore sur la liste des 10 hommes les plus recherchés, il est élevé à la distinction de gangster de l'année. Et il est invité à faire une tournée de conférences. Nous avons interrogé M. Daniel Miller, un agent du FBI, auteur du livre « Maman était gauchiste ». Le FBI désirait mettre la main sur lui depuis longtemps. Monsieur Hoover était extrêmement agacé par les méfaits de ce monsieur Virgile Starkwell. En fait, à plusieurs reprises, il m'a parlé de son inquiétude. Et si j'ai bonne mémoire, nous en avons discuté après le match de bowling de jeudi dernier. Il m'a dit qu'il avait des insomnies, des cauchemars, qu'il fumait trop, qu'il mangeait mal, et qu'il était certain que ce criminel, comme il l'a appelé, pouvait très bien faire partie d'un complot subversif. De toute évidence, c'est un athée, un maoïste et un agitateur venu de l'étranger semer le désordre chez nous. Nous avons enfin découvert sa trace dans un misérable quartier de la banlieue est de New York. À cette époque, il vivait dans un petit logement délabré, sans le moindre confort. Virgile, oui, je l'ai connu. On a pratiquement vécu ensemble. Dans le même immeuble, bien sûr. Un jour, il m'a raconté qu'il était gynécologue. Je sais qu'il parlait aucune langue étrangère. Il se foutait de qui? J'ai cru voir sa photo dans un bureau de poste. Je ne me rappelle pas si c'était sur un mur ou sur un timbre. Vous avez connu Virgile? Ah oui. Et comment était-il?
Ben, je sais pas, moi. En tout cas, il était fantastique. C'est vrai, c'était un garçon fantastique. J'avoue qu'en apprenant que c'était un voleur, j'ai cru à une blague, je vous assure. Enfin, c'était insensé, quoi. Ce garçon... C'était un des simulateurs les plus habiles que j'ai jamais connus. Un comédien remarquable, un artiste. Moi, tenez, j'étais vraiment convaincue que c'était un idiot. Un vrai débile mental. Je n'étais pas la seule à penser ainsi. Tout le monde était de cet avis. On croyait avoir affaire à un demeuré et crac, c'était un dangereux criminel. L'idée que ce crétin ait un cerveau, ça me dépasse. Je n'arrive pas à le croire. Alors, je vous jure, ce type-là, en apparence, c'était rien, hein, du vent. Il était d'une imbécilité intégrale. Je n'arrive pas à croire que ça travaillait, que ça bouillonnait là-dedans. Dévaliser des banques, mais c'est phénoménal. Phénoménal. Savez-vous qu'une fois, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a dit, je dévalise des banques. C'est quelque chose. Finalement, nous l'avons capturé. Et c'était, je crois, le matin du 6 mai qu'un de nos agents l'a appréhendé. Je dois dire qu'il l'a fait de très curieuses manières. Le hasard a voulu qu'un cinéaste amateur soit présent ce jour-là, et il a enregistré le seul témoignage filmé de la capture. Je venais par là. Oui, c'est exactement à cet endroit que ça s'est passé. Voyez-vous, en fait, je venais de porter mes pantalons chez le teinturier. Et j'étais assez furieux contre eux parce que la dernière fois que j'ai demandé qu'on me recouse un bouton, eh ben, c'était sans résultat. Venez-en, au fait. Ah oui. Eh bien, je vais vous dire comment ça s'est passé ce matin-là. J'avais emprunté la caméra d'un camarade. Enfin, pour en revenir à la chose qui m'a rendu célèbre uniquement parce que je venais à passer par là avec une caméra. Je venais donc de prendre mon petit déjeuner. C'était 2 œufs sur le plat, je crois. Avec des toasts. Et un jus d'orange, ou de pamplemousse. Enfin, j'étais sûr que c'était un jus de fruits, de toute façon. Et puis à l'instant où... Et c'était un jus d'orange. Venez-en au fait. Le fait est que j'ai le film ici et nous allons le voir ensemble. Voici le document exclusif de la capture de Virgil Starkwell par le FBI. Allez, main en l'air, je vous prie, c'est hold-up. Oh, mais je vous connais, Virgil Starkwell. Mais oui, mais c'est ça. Mais attendez. Oh, Eddie, oui, comment déjà oui, Deans, ça, alors, c'est ça. On était dans la même fanfare. Oui, toi, tu étais toujours... Moi, j'étais trombone, premier trombone. Ça, alors c'est fantastique. Si je m'attendais. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Eh ben, je joue au philharmonique. Ah, bah dis donc, je suis très content pour toi. Tiens, je discutais l'autre jour avec un copain, Oscar Suki, de l'époque héroïque de la fanfare. C'était la bonne vie. Dis donc, tu te souviens de la poudre à éternuer dans la partition du Ah oui, c'était terrible, tu en avais mis une grosse pincée dans la boîte de mon violoncelle. J'oublierai jamais la tête que tu as fait ce jour-là. Tu te souviens du rabord dans ton trombone? Oui, même je te l'ai fait avaler. Donne-moi ta montre, s'il te plaît. Oui, tiens, attends, voilà. Tu te souviens lorsqu'on n'a pas la voiture du directeur en jaune? Ah oui, c'était un mardi gras, bien sûr. On n'avait pas les pneus aussi. C'était drôle, on n'avait pas aussi le pare-brise. Le pare-brise au blanc d'Espagne. Descends pas tes mains, sinon je te descends. Ah oui, d'accord. On dit la finale du championnat. Ah oui, quand tu avais raté la balle. Ah oui, toi tu l'as reprise au vol et moi tu as j'ai piqué un sprint terrible. Mais tout le monde me criait, pas par là. Moi je croyais qu'il me disait, hurrah, hurrah. Ah, dis donc, c'était le bon temps, il n'y a pas à dire. Ah oui, on se rigolait. Et tu te rappelles de Chorley couché, tu vois qui c'est, la carte. Oui, portefeuille. Ton portefeuille. Ah oui, le portefeuille, non, j'avais pas entendu, excuse-moi. Merci bien. Eh bien, ça m'a fait plaisir de bavarder avec toi, Eddie. Oui, je suis vraiment très content de t'avoir rencontré. Alors, un de ces jours, bonne continuation. Bonne chance à toi aussi. Virgile. Oui. Non, je viens de me rendre compte que je suis flic. Ah, c'est vrai, ça va, t'es content? Oui, ça va, c'est formidable. Ah bon, vraiment? On a une bonne retraite, on est peinard. Dis, en fait, tu te rappelles du jour où nous avons emmené 2 filles en pique-nique? Virgil Starkwell est inculpé de 52 délits de vol. Il est jugé et condamné à un total de 800 ans de prison. À l'issue du procès, il confie à son avocat son espoir de voir sa peine réduite de moitié. Vous avez devant vous une très longue peine de prison à purger. Pouvez-vous nous dire si vous regrettez d'avoir vécu par le crime? Je dirais que le crime est un métier payant et que... Non, c'est vrai, c'est très très agréable. Les horaires sont honnêtes, on est son propre patron et on voyage tout le temps ici et là. On rencontre beaucoup de gens extrêmement intéressants. Non, ça vaut le coup d'être un criminel au total. Parlez-nous des gens que vous avez fréquentés. Que sont devenus tous les truands, les gangsters avec qui vous avez travaillé? Il y en a beaucoup parmi eux qui sont devenus des homosexuels. D'autres ont préféré embrasser une carrière politique ou sportive. Et comment passez-vous votre temps en prison? Vous avez un passe-temps favori? J'ai un passe. Enfin, je travaille depuis quelques jours. C'est-à-dire que je me concentre sur des travaux essentiellement manuels. J'ai découvert que je savais façonner des choses. Vous ne savez pas s'il pleut dehors.